Bonsoir et bienvenue. Drôle d'endroit pour une rencontre, c'est la nouvelle émission culturelle que j'ai le plaisir de vous proposer. Le principe est simple. Cette étrange machine et moi, cette auréole de lumière qui plane au-dessus de ma tête, eh bien, on va se balader ensemble. On va s'installer à chaque numéro dans des lieux surprenants, pour parler de manière très libre, très simple, avec tous ceux qui font la vie culturelle aujourd'hui dans toutes ses formes. Notre ambition, c'est bien sûr de dire que la culture peut aller partout, qu'elle est partout, mais qu'elle procure encore plus de plaisir quand on la rencontre là où on ne l'attend pas. On aura rendez-vous tous les 15 jours, le vendredi soir, et à chaque numéro, je vous proposerai de rencontrer 3 invités dans 3 lieux différents, mais aussi des choses plus légères, car vous le verrez, la culture, ce n'est pas un drame. Ce soir, j'accueillerai Yvan Jablonka. C'est un historien atypique qui considère que l'histoire peut être une forme de littérature. Lui, vous le connaissez tous, il est la nouvelle icône du sport français. C'est Teddy Riner qui nous donnera une leçon de judo parce que le sport à ce niveau de perfection, c'est une forme de méditation, c'est une esthétique, c'est un art martial. Mais pour commencer, dialogue avec Guillaume Gallienne qui nous a fait l'amitié d'être le parrain de l'émission. Merci parrain. Allez, changement de décor. Bonsoir Guillaume Gallienne. Bonsoir Nicolas Demont. Merci de nous recevoir dans un lieu qui est à la fois public et extrêmement intime, absolument sublime. Là, l'installation est dingue. C'est Philippe Stark, c'est ça? C'est circulaire, ça circule, c'est rond, ça me plaît. C'est un drôle d'endroit pour une rencontre et on a du temps pour parler et pour échanger. Alors, dites-nous exactement où on est. Nous sommes dans la basilique Saint-Alexandre Nevski, qui est la cathédrale russe orthodoxe de Paris. C'est un lieu que vous fréquentez souvent? Oui, enfin pas assez souvent, mais j'essaye de venir à au moins une liturgie par mois. Vous avez embrassé, entre guillemets, la religion à 26 ans. Oui. C'est tard, c'est rationnel comme décision ou ça s'impose à soi à un moment? J'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours été chrétien. Mais j'ai été baptisé catholique, même si je venais ici enfant, j'ai fait ma communion orthodoxe. Mais j'ai décidé de choisir plutôt, à l'âge de 26 ans, parce que, disons qu'il y a dans la foi orthodoxe quelque chose qui me touche particulièrement. L'icône est absolument, pour moi, l'incarnation de cette foi-là, disons, de ce dogme. Il n'y a pas de mystère en Dieu. Dieu existe. Que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, ça ne va rien changer, il existe. En revanche, le chemin, ça c'est mystérieux. C'est la foi qui est mystérieuse. Et ça, c'est quelque chose qui, en tant qu'acteur, c'est exactement comme ça que je fonctionne. C'est la seule chose qui m'intéresse, c'est le chemin. Il est fait évidemment d'embûches, de joie, de drame, de tout ce que vous voulez, mais le but c'est quoi? C'est la mort, oui, bon, et alors? Mais le chemin, le chemin me passionne. Vous vous confessez? Oui. La confession, dans l'orthodoxie, d'abord se fait debout, face à face. Face à face, c'est quand même, oui. Là, en termes de dramaturgie, vous qui êtes un homme de théâtre... Ah, ici, il y en a beaucoup, ça compte. Il y en a énormément. On n'est pas censé énumérer tous nos péchés, parce qu'on considère que en action ou en pensée, on les fait tous tout le temps, donc on n'a pas le temps. C'est juste, en gros, le prêtre vous demande, qu'est-ce qui t'empêche de communier? Bon, d'abord, le prêtre qui vous confesse, pour être prêtre, on est obligé d'être marié, soit à l'église, auquel cas on est moine, soit on est obligé d'être marié à une femme. Puisque pour pardonner, il faut connaître l'amour, pour connaître l'amour, il faut s'être donné entièrement. Et donc, souvent, le prêtre est marié, a 2 ou 3 enfants, et lorsque vous lui confessez que vous avez eu envie de balancer votre femme par la fenêtre, il a connu exactement la même pulsion. Donc, avec beaucoup de tendresse, il va vous dire « Ah, la colère, ça fait beaucoup de dégâts. » Voilà. Je vous ai demandé, Guillaume Gallienne, d'être le parrain laïque de cette émission, parce que vous êtes partout où on aimerait aller dans cette émission.
Vous êtes allé à la fois dans des formes assez rares de culture, assez pointues, entre guillemets. Vous êtes dans des formes beaucoup plus populaires. Vous avez aussi tout un travail autour de la transmission. Et voilà, vous embrassez extrêmement large. Et on se dit, si on peut faire la même chose, c'est sincère, on aimerait que vous soyez notre parrain, vous acceptez? Avec un immense honneur. Les damnés Ouais. à Avignon. Ouais. Et maintenant à Paris. Et maintenant à Paris, Ouais, adapté 3 ans. donc du film de Visconti, Oui. 23 ans d'absence de la Comédie Française à Avignon, Palais des Papes, vous êtes là. Ça ressemble à quoi? À ça. C'est vrai? Genre, Ouais. la C'est peur? dingue. C'est pas de la peur, c'est pas de la peur. Il y a quelque chose de... Il faut pas se faire écraser par la mission et en même temps, il faut être à la hauteur. Depuis quelque temps, nos usines vivent comme dans un état de siège. Et je sais très bien que rien de tout ceci n'a pu se produire sans que vous soyez au courant. Encore une fois, qu'est-ce que cela veut dire? Soyez certain que personne ne quittera cette pièce sans que tout ce qu'il y a à dire ait été dit. Bon, cela dit, on était très préparés parce qu'on a eu un metteur en scène vraiment génial, qui est Ivo Van Hove. Et le spectacle, c'est vrai, c'est une splendeur, c'est très très beau, d'actualité criante, c'est très violent, c'est-à-dire qu'il y avait 30 secondes minimum de silence avant les applaudissements. C'est-à-dire qu'il y avait le noir. Une sidération. Ah ouais, vraiment. Et il y avait des gens qui disaient, mais je suis même pas ému, je suis choqué. Et je serai ému certainement demain, après-demain. Il faut un temps pour décanter ça. Est-ce que le théâtre a comment dire, une puissance particulière Oui. pour porter ce type de discours? Oui, depuis les Grecs, oui. Mais c'est surtout, on est là pour incarner des monstres. Le théâtre sert aussi à ça, transmettre le verbe, certes, mais incarner des monstres. Ça marche beaucoup plus, je trouve, au théâtre qu'au cinéma, d'incarner ces monstres. Vous, Guillaume Gallienne, vous allez chercher quoi quand vous sortez du théâtre et que vous jouez au cinéma Les Garçons et Guillaume à table? Le succès du film... C'était colossal. Oui, ça a été un peu énorme. Des photos de vous avec des tonnes de César dans les bras. Meilleur ceci, meilleur cela, enfin c'était... Bon, ça, c'était pour moi particulier. J'étais extrêmement heureux de César, premier film, adaptation, à bon merci. Meilleur acteur, ça, j'ai été très, très touché. Et en même temps, par rapport aux acteurs qui avaient en face de moi, bon, c'était un truc de mode aussi, j'en étais conscient. Bon, meilleur film, pour moi, c'était un peu le César de trop. Mais d'abord parce que je pense sincèrement que La vie d'Adèle était une proposition cinématographique beaucoup plus forte que la mienne. Après, je ne pouvais pas le dire, je le dis aujourd'hui avec du recul, mais c'est un peu injuste pour tous les gens qui ont travaillé sur le film. Bravo à tous les gens qui ont travaillé sur le film. Néanmoins, pour moi, ça a été un peu... je me suis dit... Mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de films qui, parfois, sont récompensés pour des histoires de mode plus que pour des raisons artistiques qui, moi, me touchent. Mais j'observe ça depuis pas mal d'années déjà. Hein. Au début de l'année, au mois de septembre, on a pu voir Cézanne et moi de Daniel Thompson, qui est un film où vous jouez le peintre, Ouais. Paul Cézanne. Oui. Film sur l'amitié magnifique. Entre les deux, enfin entre magnifique les deux, et complexe. Et compliqué entre Paul Cézanne et Émile Zola. Comment vous l'avez incarné, ce peintre? Je suis heureux que vous choisissiez ce verbe. Il est rarement employé pour les acteurs en France. On préfère l'interprétation. Là, c'est un rôle que je me devais d'incarner plus que d'interpréter. Expliquez-nous la différence. C'est juste que c'est plus... c'est animal. Oui, et puis plein de choses qui m'aidaient, que ce soit un bout de faux corps, j'avais des talons biseautés pour que le bassin soit en avant. Enfin, après, c'est des histoires d'instinct en disant, à mon avis, il marche pas comme ça, il marche comme ça. J'ai besoin de plus d'épaisseur là, j'ai besoin de... C'est vraiment du ressenti, de l'instinct. C'est animal, voilà, ça se réfléchit pas. D'ailleurs, j'ai du mal à en parler du film parce que j'ai finalement pas de recul. Ça vous a fait quoi, prendre un pinceau en main et... Eh ben, plusieurs choses. Ce qui s'est opéré en moi, il y a eu... bon, d'abord, le peintre, premier jour, il m'a dit « T'as qu'un seul défaut, tu veux remplir trop vite. » Et j'ai cru qu'il parlait à l'acteur.
parce que c'est un défaut que j'ai. Donc je me suis dit, ah ouais, il vise bien le mec. Là, direct. Bon, et puis ça m'a appris à regarder au-delà du motif, au-delà du sujet. Parce que Cézanne, en fait, son travail n'était que chromatique. Ce qui l'intéressait, c'était le contraste du vert avec le rouge. Le reste, que ce soit une pomme ou un chapeau, il s'en foutait. Il voulait peindre plus le vent que l'arbre. Et en tournant le film, j'ai commencé pour la première fois de ma vie à ressentir cette émotion de cette beauté-là. Avant, mon esthétisme était très dans un cadre, très... Voilà. Et là, j'ai goûté à une forme d'abstraction, à une sensorialité qui passe pas par le verbe, pour une fois. Je le disais, comme artiste, acteur, vous êtes dans des formes à la fois rares et dans d'autres qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus populaires. Vous êtes aussi un lecteur à voix haute. Ouais. Vous lisez sur France Inter, vous avez un micro magnifique, absolument gigantesque. Oui, qui pèse des tonnes. Les pauvres techniciens de la maison de la radio me disent « Non, mais il est lourd, il tient pas. » Je dis « Bah oui, voilà. Mais il est bon. » Alors, je vais le dire vraiment vulgairement. Vous prenez votre pied à faire ça ou pas? Alors d'abord, je prends mon pied dans tout studio. Le studio en général, que ce soit pour enregistrer une chanson, là je viens de le faire pour Louis Chédid, une chanson de Brassens, que ce soit... Vous chantez? Non, pas vraiment. J'enregistre des chansons. Mais il m'a demandé de le faire et j'ai dit oui parce que c'est... Laquelle de Brassens? La prière. Qui est un poème de Francis Jam. Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que les enfants s'amusent au parterre. Voilà. Et puis, et que ce soit studio pour l'émission pour Ça peut pas faire de mal. J'adore le studio. Je trouve que c'est le seul endroit qui reste où on a le droit à l'aléatoire, on a le droit de se tromper, on a le droit d'être mauvais, on a le droit d'essayer, de réessayer, et surtout où la concentration de tous est absolument la même, sur le même objet, sur la même... ouais, elle est focalisée, on est tous au même endroit. Bon, vous partez enseigner aux États-Unis, monsieur le professeur. Ça y est, c'est un signe maintenant que vous êtes passé de l'autre côté, que vous n'êtes plus le jeune premier. J'ai jamais été jeune premier. Oui, bon, enfin, bon, vous n'êtes plus jeune, alors je voulais le dire de manière élégante. Je voulais le dire de manière élégante, donc ça y est, vous êtes de l'autre côté, vous transmettez. Vous allez enseigner quoi? À Princeton, je crois. Ouais, le crochet. Le crochet, ouais. Non, je vais enseigner le théâtre, mais pas en cours théorique, ça j'en suis incapable, je vais les faire jouer. Mais ça fait déjà 6 ans que j'y vais tous les 2 ans, que je fais des stages avec eux régulièrement. Et puis, les étudiants de Princeton m'ont vraiment impressionné parce que ils ne cherchent pas à devenir comédiens. Ils sont tous en droit, en architecture, en physique nucléaire, en je ne sais quoi. Et ils font du théâtre. Et ils font du théâtre et ils le font... J'ai des étudiants qui... c'est en français et en anglais. Mais j'en ai par exemple, je me souviens d'un japonais en physique nucléaire, je crois, ou en je sais plus quoi, en chimie, qui faisait du théâtre en français alors qu'il n'avait aucun cours de français, Et je lui ai dit, mais d'où t'es venu à jouer du Molière? Il me dit, mais la langue française est belle au théâtre. Ok, d'accord. Okay. Et sinon, à part ça, tu fais quoi? Et le type m'a joué Le Malade imaginaire, la scène avec Louison, comme je ne l'ai jamais vu. C'était parfait. Ça donnait quoi? Quel genre? En fait, il s'est beaucoup imprégné de sa culture à lui, donc on aurait dit un kabuki, mais en français. Et ça marchait vachement bien avec Molière, où tout d'un coup, il disait... Mon petit doigt me dit, la gamine était comme ça. Et c'était génial, c'était génial. Il faisait absolument le lien entre la commedia dell'arte et le théâtre classique. Qu'est-ce que vous cherchez à leur transmettre? Le plaisir avant tout. Là, je vais travailler, je crois, beaucoup sur l'amour, sur le sentiment amoureux, parce que je me suis rendu compte que, en tout cas dans cette génération, ils ne connaissaient pratiquement pas le sentiment amoureux, alors qu'ils ont entre 20 et 25 ans. Ils ne sont jamais tombés amoureux? Non. Ils ne s'en sont pas donné le droit. Sur les campus, par exemple, il y a pas de couple. On voit aucun couple se tenir la main, s'embrasser. Ils ont une sexualité qui, pour moi, m'effraie, qui est souvent avec écran, mais qui est terrible, qui est entre guillemets hygiénique. Moi, déjà, j'ai envie de me pendre, mais voilà. Et donc, je vais la faire travailler là-dessus. Parce que ce sont des gamins qui souvent s'endettent ou endettent leur famille pour 20 ans pour pouvoir être dans ces universités-là.
Et donc, ils se disent, j'ai juste pas le temps de foirer, quoi. J'ai 5 ans ou 3 ans pour arriver au top. Et donc, j'ai pas le temps. Comment on enseigne l'amour? Oui. C'est sympa comme boulot, je trouve. Professeur d'amour. Non, mais... Avec quelle pièce? Par Comment des vous... textes, Marivaux, il en parle quand même assez bien. Shakespeare, c'est pas mal non plus. Tchekhov, d'une autre manière. Enfin, il y a plein de scènes d'amour. Ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de permettre aux comédiens qui est en face de vous de s'autoriser des choses parce qu'ils jouent qu'ils ne s'autorisent pas dans la vie. Et c'est souvent plus facile. Moi, en tout cas, c'est pour ça que je fais ce métier. Bon, Guillaume, on a été quand même très sérieux. Ouais, on va déconner un peu. Alors, allez, ouais. moi, je balance ça. Ouais, vas-y, Nico. Théâtre, cinéma, prof, opéra bientôt. Ouais. Le chemin est important, disiez-vous tout à l'heure. Il reste quoi, là? Moi, j'ai pensé DJ. Non, je suis nul. Non, je suis arythmique. Arythmique? Oui, je sais pas entendre les beats. Ouais, je sais danser, mais je sais pas... BEATS. Ouais. Oui. BATS. DJ, donc non. Je me suis dit une vie méditative aussi, à lire des poèmes courts japonais, des haïkus. Ça, je kiffe. Ça, je kiffe. À Koyasan. Je sais exactement l'endroit. C'est vrai? Oui, mais plus tard. D'abord, j'ai 2-3 trucs à faire, mais non, j'aimerais bien reprendre le ballet. Ça, c'est une chose que vraiment j'ai adoré faire. Non, alors ça, j'ai... Nuance. Non, ça, j'ai pas infligé ça à personne. Si, une fois avec Nicolas Le Riche pour les adieux de Sylvie Guilhem, j'ai flippé ma race, mais comme personne. Mais c'est lui qui m'a fait faire ça. Mais non, mais écrire des ballets et travailler avec des chorégraphes, ça, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Bon, donc, rendez-vous au Japon. Ouais, plus tard. Dans une vingtaine d'années, trentaine, 40, 50. Et en tout cas, merci encore pour. Merci, filleul. Drôle d'endroit pour une rencontre, en tout cas. Hein. Pas mal, hein? Ouais, vraiment. Merci, parrain. Merci. Dans quelques instants, l'historien Yvan Jablonka pour son magnifique livre Laetitia. D'ici là, plongez dans les archives du plus disputé, du plus truculent de nos prix littéraires. Mesdames et messieurs, le Goncourt. C'est bientôt la saison des prix littéraires, et on peut parier que ça va encore se bousculer au portillon chez les écrivains. 400 000 ventes en perspective, ah ça c'est sûr, ça fait rêver. Parce que oui, le Goncourt par exemple, avec son lot de polémiques, de petites intrigues entre amis, c'est un prix prestigieux, d'accord. Ce prix sera donné au meilleur roman. Mais c'est surtout l'assurance de faire passer ses ventes de quelques milliers à quelques centaines de milliers d'exemplaires. Sacrée différence. Oui, j'ai acheté mon bateau. Oui, première chose, j'ai acheté mon bateau. J'ai naturellement régalé tous mes amis. Sauf que le 3 novembre prochain, c'est un prix Goncourt relooké qui sera décerné par l'Académie, en présence du président Pivot et de ses 2 dernières recrues, Éric-Emmanuel Schmitt et Virginie Despentes. Alors, vouloir donner un coup de jeune à cette institution vieille de 113 ans, ce n'est pas forcément stupide, direz-vous. Une fois encore, nous avons fait notre devoir. Faut voir. Parce que le Goncourt, on le critique beaucoup, mais en fait, est-ce que c'était pas mieux avant ? Bien des choses ont changé. Monsieur Pivot s'est mis en tête de dépoussiérer son académie afin qu'elle donne... une image du Goncourt qui soit totalement irréprochable. Irréprochable le prix Goncourt, mais vous allez l'enterrer avec ce genre d'idée. Depuis toujours, le Goncourt s'est nourri de ses coups d'éclat. Car ce qui fait vendre, ce qui fait du buzz, comme disent les jeunes, c'est le scandale. Le prix Goncourt est essentiellement fait pour mettre la littérature à la une. Dès sa naissance en 1903, l'Académie fait polémique. Une société littéraire bohème qui se réunit dans la salle à manger d'un bistrot, ça fait désordre. Chez les Goncourt, c'est pas habits verts et sabre d'apparat, non. Dans leur académie à eux, on préfère la bonne chair et les couverts gravés à son nom. On la surnomme même l'Académiette. L'Académie n'a pas d'adresse, elle est domiciliée dans un restaurant. À partir de 1920, son QG s'établit chez Drouan, un restaurant gastronomique où les jurés, à défaut de lire les romans, lisent le menu avec attention. Eh bien,
vient le déjeuner commença avec un beluga de la Caspienne, le foie gras d'élan dans l'aube à la gelée, le homard grillé de Rouen, suivi d'une gigue de chevreuil Saint-Hubert crème de marron, le fromage, et le dessert, ce sera un sorbet aux fruits de la passion avec des mignardises. Ça donne faim. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Le blanc des Goncourt, un champagne qui était spécialement pour eux. Ceux qui boivent beaucoup, non. Mais ils boivent tous un petit peu. À l'époque, les jurés étaient d'aimables tricheurs et ne s'en cachaient pas. On a dit souvent truqué, en effet, mais c'est idiot d'abord. C'est pratiquement diffamatoire. Ils travaillaient tous pour les mêmes éditeurs, Gallimard, Grasset et Le Seuil. On les surnommait les Galligrasseuil. En France, l'édition et le littéraire, c'est un petit club. On pouvait les traiter de vendus, d'affreux combinards, ils s'en moquaient. Ça leur faisait de la pub. Les remises de prix étaient folkloriques. Aujourd'hui, les Goncourt n'ont plus le droit d'être salariés dans une maison d'édition. Par souci de transparence, Pivot les a privés de boulot. Et puis avant, les jurés n'avaient pas besoin de tout lire, ils savaient d'avance pour qui voter. Parfois, ils lisaient même pas le Goncourt. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'écriture de ce roman? La ponctuation. Alors forcément, ils passaient à côté de la plupart des grands auteurs. À part Proust et ses jeunes filles en fleurs, en 1919, ils ont raté presque tout le monde. En 1932, c'est l'affaire Céline. Le prix échappe de peu à son voyage au bout de la nuit, l'Académie lui préférant à la dernière minute un certain Guy Mazeline. Céline ricane. Je ne savais pas que pour aller au restaurant, il fallait aussi passer par la cuisine. L'Académie vient de louper un chef-d'œuvre? Pas grave. Suite à ce nouveau scandale, le voyage se vend sans doute davantage que s'il avait eu le prix. Le prix Goncourt pour 1933. Et l'année suivante, pour se rattraper, le jury couronne La condition humaine de Malraux. Un bon roman et un bon auteur pour une fois. Houellebecq lui a même piqué sa manière de fumer. Il est d'usage, après tout prix littéraire, d'expliquer par quoi et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Aujourd'hui, les jurés sont obligés de lire tous les bouquins. Pivot veille au grain. Et s'ils ne font pas leur devoir, c'est la dictée. Tu ne remettras plus les pieds dans cette maison. Point. Ah non, ça rigole plus chez Drouin. Pire qu'à l'école. Le prix Goncourt, avant, c'était une comédie, un show, un vrai vaudeville. En 58, on démasqua même à l'odeur de son cigare un journaliste enregistrant la délibération caché dans le placard à balai. C'était le jeune Alain Ayache, futur patron de presse. On parlait de tout, mais absolument de tout, à cette époque, sauf du livre. Quand il n'y avait pas de rebondissement, les jurés en inventaient. Les trois perdants ont claqué la porte de l'Académie. C'est qu'ils avaient du caractère, les jurés, avant. Écoutez donc Colette, la première femme à avoir été acceptée au sein de cette académie. On dirait de l'opéra. J'ai beau me poser un vieux garçon, c'est un plaisir encore très féminin que je goûte à être la seule femme des déjeuners Goncourt, entourée d'un aréopage d'hommes. Alors pour faire jeune, le président ne s'est pas contenté de limiter l'âge des jurés à 80 ans. Il a embauché l'icône de la littérature moderne et trash, Virginie Despentes. Despentes dans le jury, c'est un peu leur Colette moderne, en somme. Alors là, monsieur Pivot, là, on vous tire un grand coup de chapeau. On ne sait pas s'il y aura du Saint-Émilion 64 et du Pouilly fumé, mais on risque encore une fois de ne pas s'ennuyer chez Drouin. Finalement, elle garde fière allure, notre vieille académie, non? C'est fini. Bonsoir Yvan Jablanca. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. J'ai eu une immense envie d'inviter, comment le dire, un historien pas comme les autres, qui travaille sur le temps contemporain, qui n'hésite pas à dire « je » quand il écrit, et qui a une relation et un rapport extraordinairement intime avec son objet, avec son sujet. Est-ce que jusque-là, vous souscrivez? Ça me va parfaitement. On se trouve ici en pleine nuit, dans Paris, au cœur du Panthéon, qui est un lieu sacré de la République. Ce lieu suscite là quel sentiment en vous? On se sent, c'est un lieu impressionnant. On est comme ça au milieu des colonnes, notre voix résonne. Puis il faut quand même s'imaginer qu'il y a des morts autour de nous. On est un peu dans un petit cimetière au cœur de Paris. Et puis, quelle mort? Des grands morts, si je puis dire, des grands hommes. Et comme dit le fronton du Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Ici, il y a aussi bien Rousseau que Voltaire, Zola, Jean Jaurès. Bon, on se sent un peu écrasé par l'histoire.
Et vous êtes donc l'auteur de Laetitia aux éditions du Seuil. Racontez-nous l'affaire Laetitia Perret. Comment elle démarre et comment elle se propage à travers la France? On est en janvier 2011. Laetitia Perret est une jeune fille sans histoire qui vit à la Bernerie en Ray, sur la façade atlantique, à 50 km de Nantes, et elle est serveuse. Et puis, une nuit, en janvier 2011, elle disparaît. Et là, ses proches se mettent à paniquer, préviennent les services de gendarmerie. On arrête un suspect. On ne retrouvera le corps de Laetitia que 10 jours plus tard, démembré dans un étang de la région. Et là, toute une mécanique folle se met en place. Les journaux télévisés titrent aux 20h sur l'affaire. Il y a une espèce d'emballement médiatique. Le président de la République en personne, Nicolas Sarkozy, s'empare de l'affaire et ça devient véritablement une affaire d'État. Et l'affaire se poursuit jusqu'à ce qu'on retrouve le corps de Laetitia. On retrouve le corps de Laetitia, hélas, en 2 temps. D'abord, le 1er février, dans un étang de la région, et 2 mois plus tard, dans un autre étang de la région. Et là, on comprend que non seulement Laetitia a été massacrée, surtuée, tuée de plusieurs manières, mais qu'en plus, son corps a été mutilé. Et moi, en tant qu'historien, en tant aussi qu'écrivain, père de famille, en tant qu'homme, tout simplement, j'ai eu envie de me révolter, de me lever contre cette ultime injustice qui avait été faite à Laetitia. Le fait divers a mauvaise réputation chez certains chercheurs, et y compris parfois même dans la presse. On considère qu'il est d'une nature moins noble que d'autres formes d'articles. Un fait divers, c'est un extraordinaire objet d'enquête. D'histoire ou de littérature d'ailleurs. Et le fait divers, pour moi, c'est un peu comme un épicentre. Vous voyez, quand il y a un tremblement de terre, c'est à partir de là que ça tremble. Et ça nous révèle des lignes de faille de notre société, les endroits où les plaques bougent. Alors par exemple, ce fait divers, ça nous renseigne sur la manière dont le pouvoir s'exerce. Par exemple, on sait que ce fait divers est devenu une affaire d'État parce que le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, s'en est emparé pour en faire un objet politique. Le fait divers, ça nous renseigne aussi sur la manière dont la justice fonctionne. Les Français connaissent pas bien la justice, vraiment concrètement, comment ça marche. Et puis, ce fait divers, ça nous renseigne aussi sur le fonctionnement des médias. Laetitia, elle a été un peu inventée, entre guillemets, par les médias parce que les médias en ont fait une espèce d'héroïne un peu paradoxale, présente parce que absente, vivante parce que morte. Et là, il y a quelque chose de vraiment très très intéressant sur la manière dont les médias fonctionnent, à la fois comme instrument de la démocratie, un extraordinaire contre-pouvoir, et en même temps un fonctionnement un peu viral où quand l'un dit quelque chose, l'autre répète, et c'est aussi ça qui fait que le fait divers est monté en sauce un peu. Quel rôle a joué le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, dans cette affaire? Nicolas Sarkozy, très tôt, s'est emparé du fait divers pour en faire un objet politique et pour expliquer que le suspect numéro 1 était un pervers sexuel multirécidiviste, ce qui n'était pas le cas. Et quand le procureur de la République a dit, il fallait un certain courage pour dire non, monsieur le président de la République, c'est pas le cas. Et quand le procureur de la République a donc dit que c'était pas le cas, eh bien Nicolas Sarkozy a changé son fusil d'épaule et il s'en est pris aux juges en attaquant les juges, en disant que les juges avaient mal fait leur travail, qu'ils avaient un peu lâché un monstre dans la nature. Et on sait très bien que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et c'est là que vraiment ça devient une affaire d'État, ce qui est complètement inédit dans l'histoire contemporaine française. C'est parce que les juges qui se font un peu attaquer par Nicolas Sarkozy depuis plusieurs années se mettent en grève. Et là, on est en février 2011 et c'est un mouvement de grève complètement inédit dans la magistrature. Hein, les magistrats, c'est pas des gauchistes. Hein. Et donc, ils se mettent en grève et là, on sent que la France est en train de vivre des heures un peu de flottement. Tout ça, ça vient de Laetitia. De fait,
c'est aussi un livre sur les hommes, sur le machisme, sur le patriarcat, sur cette dimension-là de la masculinité. C'est un livre sur les violences masculines et la manière dont on héroïse la violence, parfois, sur des espèces de culture virile qui consiste à associer la masculinité et la violence. Et l'histoire de Laetitia, toute sa vie, et celle aussi de sa sœur et de leur mère, nous rappelle que nous vivons dans un monde où ces violences sont omniprésentes. On est dans un monde où les femmes se font harceler, frapper, violer et tuer. Et c'est aussi, c'est en ce sens que cette histoire est à la fois très singulière et collective. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit Laetitia, c'est nous. Laetitia, elle incarne une histoire collective qu'on doit regarder en face. Pourquoi avoir sous-titré ce livre « La fin des hommes » alors qu'on en voit le triomphe mauvais? Disons que la fin des hommes, ça peut s'entendre de deux manières. La fin des hommes, ça désigne un crime de fin du monde dans lequel Laetitia a disparu. Elle a disparu dans un océan de noirceur. La fin des hommes, c'est la fin d'une civilisation. Et puis la fin des hommes, c'est bien sûr aussi la fin d'un certain patriarcat. Heureusement, je pense notre société vit une espèce de tournant où la manière d'être père, d'être mari, d'être un homme, tout simplement, est en train de changer. Et cette virilité mauvaise que décrit la vie de Laetitia est en train peut-être de s'effilocher, de se dissiper. Donc c'est la fin d'une certaine masculinité, la fin d'une certaine culture virile dévoyée. C'est une jeune fille qui est retirée à ses parents et qui va connaître tous les circuits sociaux d'aide à l'enfance. Ce sont des circuits que vous décrivez très précisément. Qu'est-ce qui vous attache tout particulièrement à cette question de l'enfance protégée par l'État, de l'enfance en dehors de la famille d'origine? C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur les enfants abandonnés ou les enfants placés. Et c'est aussi ça qui m'a poussé vers Laetitia, parce qu'en fait, elle a eu une enfance cabossée, une enfance un peu bousillée. Et ce qui me touche dans toutes ces enfances, c'est le fait que à un moment, il y a une cassure. C'est des enfants qui sont, à un moment, pour une raison ou pour une autre, séparés de leurs parents. Et je pense que c'est une des blessures les plus vives, les plus tragiques qu'on puisse infliger à un être humain. Cette séparation d'avec les parents. Et l'enfance est comme ça fissurée, fracassée, et c'est fini. On n'est plus avec ses parents, on n'est plus dans le petit cocon nourricier. Et là encore, ça renvoie sans doute à mon histoire familiale, parce que mon père a été sauvé pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que ses parents ont accepté de se séparer de lui, eux pour aller vers la mort, et lui pour être sauvé. C'est votre autobiographie que vous écrivez à travers les biographies que vous écrivez? On se projette toujours un peu dans les biographies qu'on écrit, c'est normal. Il y a des choses qui nous parlent dans les héros qu'on se choisit. Pour mes grands-parents, c'est évident. Et pour Laetitia, sans doute, ce voyage au pays des enfants morts. Laetitia, elle est morte à 18 ans. C'est pas un âge où on meurt, 18 ans. Et j'ai voyagé au pays des enfances brisées. Et c'est un pays qui m'est familier, pour des raisons personnelles, pour des raisons plus collectives. C'est un pays, si je dis que je m'y sens bien, je vous étonnerai peut-être, mais c'est un pays où je me sens avec les miens. Et c'est aussi un pays où on souffre collectivement. C'est un pays, c'est terrible de voir mourir un enfant. Yvan Jablanca, j'ai l'impression que vous êtes un historien qui travaillait sur ceux qui n'entreront jamais au Panthéon. Oui, c'est une bonne définition. C'est une définition dans laquelle je me reconnais. C'est vrai que mon travail porte sur les anonymes, les disparus, ceux qui n'ont laissé aucune trace et qui n'entreront jamais au Panthéon. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ces anonymes-là, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre attention, de notre amour, peut-être, parce que précisément, ils ont complètement disparu. Il ne reste rien d'eux, à part
quelques petites traces que justement, nous les historiens ou nous les écrivains, on peut recueillir. Et moi, je me reconnais dans une histoire beaucoup plus humble, avec des failles, avec des lacunes, avec de la disparition et de l'absence un peu partout. Et c'est vrai que je me sens plus proche de ces anonymes. Moi, je ne suis pas trop Panthéon, je suis plutôt soldat inconnu et monument aux morts. Voilà. Merci Yvan Jablanca Merci pour ce livre. Merci. Merci infiniment. Merci. Changement de registre. Avant notre tête-à-tête avec le grand Teddy Riner, incursion dans le monde de la mode à la rencontre des mannequins qu'on dit atypiques. Reportage en vidéo selfie signé Pierre et Ilias. Pierre, c'est marrant, j'étais en train de regarder des photos de Tess Holiday. Ouais. Elle fait du 54, c'est une mannequin. Il y a aussi le mannequin albino Sean Ross. Et il y a genre Aimee Mullins aussi. Genre... Ouais, ça c'est l'ancienne athlète paralympique là. Ouais, elle est mannequin elle aussi maintenant. Ouais, mais enfin ça a rien d'incroyable. Tu sais, c'est la tendance des mannequins atypiques, c'est hyper connu. Ouais, mais du coup, je me dis, moi aussi je peux devenir mannequin. Ah bah, toi, je sais pas, Babel, mais pour eux, ça a l'air de marcher. Hein. Ouais, je suis pas assez sûr. Bon, t'as 5 minutes là, tu fais rien? Ouais. Eh bah, viens avec moi, je vais te faire rencontrer des gens qui vont te montrer que c'est possible d'être mannequin atypique. Ok. Pour qui tu fais le beau là? Kevin Stoffel, mannequin international de 22 ans, signé chez Rockman, Wanted Models. Tu connais rien ou quoi, toi? C'est Pierre et Ilias. Yes. Ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, tranquille. Bienvenue chez moi. Ça va? Ça va et toi? Quel âge ça s'est développé chez toi? 18 ans. 18 ans? Ouais. De base, je suis totalement black, tu vois. Mais là, maintenant, du coup, je commence à devenir comme toi. Voire plus que toi. Donc maintenant, c'est une dépigmentation partielle de la peau. 18 ans, est-ce que d'un coup tu t'es dit c'est une chance, c'est ma différence? Bah, 18 ans, non. Oh, question. Je me suis dit, d'une, c'est catastrophique. J'imagine, tu te lèves comme ça un matin. C'est pas comme si j'étais né avec. Tout le monde me connaissait en tant que Kevin, mais tout black. Du jour au lendemain, du coup, bah, y a les amis qui se moquent, il y a les ceci, les cela, les gens dans la rue qui commencent à nous regarder. Ça m'a encore plus enfoncé dans mon mal-être qu'autre chose. Jamais de ma vie, j'aurais pensé que je serais mannequin un jour. Aujourd'hui, la tendance, elle est atypique. Tu vois, les gens, ils aiment beaucoup les personnes atypiques. Maintenant, moi, ce qui m'a poussé réellement, c'était la rencontre d'une amie photographe. Elle m'a dit, Kev, vas-y, essaye. J'ai essayé. 2 jours plus tard, j'ai signé mon contrat. Maintenant, on peut se lever aujourd'hui en ayant du boulot. On peut se lever demain en ayant rien du tout. Ça change énormément. Surtout moi, avec ma petite tête, avec mes taches partout, là. Ça te dérange si on finit l'interview avec un petit selfie? Carrément, je vais te le proposer, carrément. Tu viens, Pierre? C'est parti. Hop là. Tu vois, finalement, ça marche plutôt bien pour Kevin. Ouais, enfin bon, c'est pas comme s'il bossait tous les jours, tu vois. Puis c'est un type jeune, le phénomène est récent. Récent, Ilias, des mannequins atypiques comme Kevin, il y en avait avant lui. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'emmène à la Cité de la mode et du design d'aujourd'hui. Un truc vert, là? Ça a de la gueule, hein? Enfin, Ilias, calme-toi, on n'est pas là pour faire du tourisme. On va rencontrer quelqu'un qui va répondre à toutes tes questions. Bonjour. Bonjour, Amélie. Bonjour. Ilias, je te présente Émilie Amen. Elle est historienne à l'Institut français de la mode. Et Émilie, Ilias a quelques questions à te poser. Bonjour, Émilie. Bonjour, Ilias. Ce bouleversement des corps différents dans la mode, est-ce que c'est quelque chose de récent ou est-ce que ça a déjà existé dans l'histoire? Il y a eu beaucoup de bouleversements en fait dans l'histoire de la mode qui a incorporé des corps nouveaux qui maintenant nous semblent tout à fait
normaux. Par exemple, dans les années 20, il y a un grand couturier qui s'appelait Jean Patou qui trouvait que ces mannequins parisiennes étaient un peu rachitiques, j'exagère un petit peu, elles étaient un peu maigres, elles incarnaient pas cette idée du beau que lui avait. Et son grand idéal du beau pour lui, qui était un grand amoureux des États-Unis, c'était la femme américaine. Donc ce qu'il a fait, il est allé aux États-Unis, il a organisé le premier casting de mannequins et il est revenu en bateau avec 6 corps très différents. Le corps d'américaine, jeune, athlétique, élancé, musclé, qui n'avait donc rien à voir avec les canons de beauté parisiens de l'époque. Est-ce que la difformité est aujourd'hui la nouvelle norme ou est-ce que c'est juste que la beauté a changé? Aujourd'hui, on réalise que les gens sont différents et qu'il n'y a peut-être pas seulement un canon de beauté, mais que ce canon de beauté, il a plusieurs facettes, plusieurs manières d'être appréhendé. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Ilias. Merci, Pierre. On va devoir vous laisser. On va aller parler de ce que ça rapporte, justement, tous ces corps atypiques. Très bien. Merci, au revoir. Tu vois, c'est quand même ouf. Qu'est-ce qui fait que Kevin réussit à être mannequin mais considéré toujours comme étant hors norme? Est-ce que c'est quoi? C'est de la charité? Ilias, c'est la mode, tu sais, c'est pour faire de l'argent. Hein. Si les mannequins, c'est parce que ça vend. T'as rien compris, tu vas enfin avoir des réponses à tes questions. Ah. Salut Alexandra. Salut. Ça va? Très bien, et toi? Ça va, merci. Ilias, je te présente Alexandra. Elle est spécialiste des comportements de consommation, notamment dans la mode et la beauté. Et on voulait connaître ton avis un peu sur les mannequins hors normes. Est-ce que c'est que mercantile ou est-ce qu'il y a une vraie démarche morale? Et de toute façon, est-ce que ça marche? Plus de représentativité, ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens n'ont plus forcément envie d'avoir que des mannequins qui sont stéréotypés et qu'effectivement, on a envie de plus de diversité. Diversité de corps, diversité de physique, diversité de visage. Mais en tout cas, dans les faits, plus de représentativité fait plus d'acceptation de différents physiques après. D'accord. À quelle marque tu peux penser qui ont investi dans ce genre de choses? Diesel a pas mal investi dessus, Desigual le fait aussi. On va prendre des mannequins qui vont être surprenants, bizarres, avoir un petit défaut. Et au contraire, on va aller chercher ça. Soit tu as juste des mannequins qui reflètent la réalité. La publicité, elle est toujours là pour faire vendre. Alors même quand on prend un mannequin atypique, on reste quand même dans l'idée de faire vendre. Tant mieux si ça change les modèles, tant mieux si ça change les représentations, mais faire vendre, c'est important. Ok. Merci Alexandra. Merci. Salut. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. C'est bon, t'as compris ce que ça voulait dire, mannequin atypique? Très bien. Tu fais quoi, là? Je commence mon book. Teddy Riner, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, 8 fois champion du monde de judo, tellement de médailles olympiques. J'avais envie de vous rencontrer parce que je suis absolument persuadé, je me trompe peut-être, on va le voir, mais je suis absolument persuadé qu'il y a une dimension esthétique extrêmement profonde dans ce que vous faites, qu'il y a une recherche de la beauté dans le combat. Et du coup, on est, en parlant de judo, en parlant de sport, dans une forme de culture qui nous intéressait de regarder avec vous. Vous acceptez le principe de cette balade? J'accepte. Merci. Et c'est un drôle d'endroit pour une rencontre, Teddy Riner, puisqu'on est dans la sublime bibliothèque du musée Guimet à Paris, qui est un très beau musée aussi. Bibliothèque très orienté vers le Japon. Le Japon, pour vous, Teddy Riner, c'est un pays important. C'est là où le judo est né. Vous y allez souvent? J'y vais souvent depuis que j'ai commencé le judo, on va dire, au haut niveau. Ça fait, je crois, je suis à ma 27e fois. Ouais. Donc ouais, j'y suis allé pas mal de fois. C'est important pour moi d'y aller chaque année, 2 fois, 3 fois s'il faut. C'est là-bas que je répète mes gammes. C'est là-bas que j'arrive à acquérir un niveau supérieur, j'ai envie de dire. Parce que les universités du Japon sont tellement différentes de notre façon de nous entraîner en France. Lorsque je me présente sur une université là-bas, j'ai une diversité d'adversaires qui fait que je progresse bien plus vite et que j'apprends plein de choses et c'est bon pour la saison. Ouais, vous apprenez quoi exactement quand vous retournez à la fac, donc à l'université au Japon? Vous êtes champion du monde, champion olympique. Qu'est-ce que vous avez encore à apprendre? Moi, j'ai faim, j'ai encore envie. J'ai des techniques que j'aimerais développer. Lorsque je retourne là-bas, c'est parce qu'il y a une diversité qui fait que voilà, c'est m'adapter à tout type de judo.
parce qu'ils sont très forts sur les mains, ils sont très forts dans leur technique, ils sont très rapides, et ils en veulent. Ils en veulent parce que aujourd'hui, celui qui a les titres de la catégorie reine au Japon et on va dire dans le monde du judo, c'est moi. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? C'est trouver la solution pour me battre. Et est-ce qu'ils vous demandent à vous aussi de leur donner des cours, des leçons, de leur expliquer comment vous faites, ou ça vous gardez pour vous, c'est votre jardin secret? C'est mon jardin secret. Et c'est vrai qu'ils filment, ils observent énormément, ils envoient leurs meilleurs judokas pour essayer de trouver la solution, mais jamais, jamais, jamais ils demandent des conseils. Il y a quelque chose de japonais en vous? So Disney. Oui, je pense. J'aime beaucoup le Japon, pas simplement parce que il me fait progresser. J'aime leur façon d'être, leur philosophie. Vous cherchez le beau geste ou pas? Ouais. Il y a un rapport esthétique quand même à ce que vous faites. Vous dites, j'aimerais que ce soit magnifiquement exécuté. Bien sûr, bien sûr. Moi, le plaisir, il est là. Aujourd'hui, c'est ce qui me fait me lever le matin. C'est la recherche du hippon, c'est la recherche de la beauté de ce geste. J'aurais pu faire du judo à la Brutus, mais non, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est gagner les combats avec la manière, gagner des beaux combats, mettre des beaux hippons. Ouais. Dites-nous, le hippon, c'est le début et la fin, en fait. Hein, c'est ça, c'est ce qui termine un combat quand c'est magnifiquement exécuté. Un beau hippon, pour vous, c'est quoi? C'est quand mon adversaire est dans les airs en même temps que moi et que, à ce moment-là, je ne retombe pas dessus, mais il tombe bien plat dos, bien aplati sur le tapis. Là, c'est un bel hippon. Rapide, précis et avec une beauté mais juste magnifique. Le judo, on peut dire que c'est un art de l'immobilisation aussi? Oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde nos différentes prises d'immobilisation, c'est joli. Par le passé, on a fait de belles peintures sur certaines immobilisations et c'est vrai qu'il y a tout un art, derrière tout ça. Il y a cet art de savoir empêcher son adversaire de bouger. C'est vrai que ça met du temps à s'apprendre. Ça fait longtemps que vous n'avez pas dû vous retrouver immobilisé au sol, non? Ça fait longtemps. À part quand je joue avec mon entraîneur. Voilà, ouais. Mais donc en compétition, non. Est-ce que vous avez quand même un souvenir de ce que vous ressentiez quand vous étiez immobilisé au sol? C'est quoi? C'est un sentiment d'impuissance, de rage, de colère? C'est un sentiment d'impuissance, c'est un sentiment d'incapacité. Lorsque une immobilisation est bien contrôlée, on a beau essayer avec la force tout ce qu'on veut, on ne peut pas bouger. On peut juste bouger les doigts de pied ou les jambes pour faire du vent, mais on ne pourra pas sortir normalement. Et c'est dur ou pas à encaisser personnellement, à ce moment-là, où vous êtes... Ah oui, bien sûr. Je pense que c'est aussi dur qu'un hippon. Ne pas bouger pendant un laps de seconde. Un hippon, tu sens tes jambes partir, tu décolles, tu touches le tapis, c'est fini. L'immobilisation, tu as quand même 20 secondes où tu essayes de te débattre et où tu ne peux pas. Donc oui, c'est un sentiment où tu te sens un petit peu humilié. Mais c'est aussi ça la beauté du geste, c'est ça aussi la beauté de ce mouvement. Moi, ce qui m'anime dans mon sport, c'est ça, c'est la recherche du hippon. Le geste parfait, devenir invincible. Devenir invincible sur tout type d'adversaire. Alors, Teddy, à quoi pensez-vous quand vous entrez sur le tatami? Qu'est-ce qui se passe là, par exemple aux Jeux Olympiques, pour prendre le dernier exemple en date? Quand vous entrez, vous pensez à quoi? Gagner. Je pense qu'à une seule chose, c'est gagner. Souvent, quand je suis à côté, vraiment dans la chambre d'appel avec mon entraîneur à mes côtés, je me refais le combat. C'est-à-dire, je me dis, il est droitier, il va falloir que je bloque sa manche droite, que je répète mon schéma technico-tactique. Je me dis, il va pas vouloir me la donner, qu'est-ce que je fais? Je me mets un plan A, un plan B, un plan C, un plan D dans ma tête, et je me le repasse, jusqu'à ce que mon entraîneur qui est à mes côtés me donne le top départ pour qu'on aille sur le tatami et que le combat commence. Donc c'est un peu comme une partie d'échecs. Il y a des scénarios de combat, c'est ça? Il y a des scénarios qu'on peut, on va dire, pré-repasser dans sa tête. Mais l'issue du combat et ce qui va se passer dans le combat, ça, on ne peut pas trop l'anticiper. Il dit quoi, le code moral du judo? Il dit beaucoup de choses. C'est une philosophie? C'est une philosophie de vie,
C'est l'éducation, normalement, que tous les parents inculquent à leurs enfants. Le respect, le contrôle de soi, la modestie, le courage. Moi, je vois pas mon sport violent. Peut-être que pour certains, ça peut paraître violent. Mais c'est contrôlé. Il y a des règles. On sait chuter. C'est des règles bien définies où on ne peut pas abîmer son adversaire, on ne peut pas lui nuire. C'est des chutes de judo, c'est se servir de la force de son adversaire. C'est pas comme certains sports où on doit vraiment, j'ai envie de dire, attaquer son adversaire, lui faire mal. Au judo, on ne fait pas mal à son adversaire. Ça fait mal parce que c'est dur, c'est physique, c'est très très dur le judo, mais on fait pas mal à son adversaire, c'est bien défini, c'est bien Oui, c'est cadré. ça, c'est une stylisation en fait du combat, c'est ça, bien sûr. Et encadré par ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir un code moral. En même temps, bon, vous êtes, Teddy, un individu, vous avez votre caractère, on le décrit parfois comme explosif. Comment vous gérez cette tension entre tout le cérémonial du judo, sa dimension morale précisément, le fait que c'est un art aussi et un sport de la retenue? Comment vous canalisez ça, cette contradiction? Moi, je ne canalise rien. Et puis, attention, il y a le judo, son esprit, son âme, qui reste toujours en nous. Mais le judo a évolué. On n'est plus dans ce judo où tout était, on va dire, un petit peu aseptisé. Aujourd'hui, on voit les combattants qui explosent de joie. On voit un judo assez spectaculaire. On voit des combattants qui se livrent. Être champion, vouloir réussir, Teddy Riner, vous n'êtes pas n'importe quel champion. Vous faites partie, comme Usain Bolt, comme Mohamed Ali dans la boxe, de ces champions qui dominent totalement leur discipline. Qu'est-ce que vous avez en commun? Est-ce que déjà vous sentez quelque chose en commun avec ces gens-là? Je pense que ce qui nous anime, chaque champion dans son sport, c'est même pas tant de gagner, c'est de bosser dur pour rester en haut. De bosser dur pour rester le numéro 1 mondial de son sport. C'est ça qui nous anime. Je pense qu'on aime, d'une certaine manière, on est des sadomaso. Il faut me l'expliquer, ça. On aime souffrir pour atteindre nos objectifs. Parce que quand je dis on aime souffrir, on ne peut pas devenir champion, on ne peut pas être là où on est aujourd'hui sans souffrir. Souffrir, c'est se donner les moyens de ses actes, de ses ambitions. C'est se dire, lorsque mon adversaire commence à faiblir, commence à arrêter son entraînement, c'est là que le mien commence. Quand les autres s'arrêtent, moi, je continue. C'est ça. Aimer souffrir, c'est être le plus courageux, c'est être ce gars-là qui va bosser plus que les autres pour devenir le numéro 1 mondial, pour devenir ce champion. Et il reste un peu de temps, Teddy Riner, pour, je sais pas, aller au ciné, écouter de la musique, lire des bouquins ou... Ça, c'est mon double job. Être ce papa à la maison, ouais. Être aussi ce mari qui prend du temps avec sa femme pour aller au cinéma, pour aller écouter et être à un concert. Prendre le temps de profiter aussi de la vie, parce que c'est vrai que le plus clair de mon temps, je suis sur les tapis ou sur des lieux d'entraînement. Mais voilà, il faut savoir équilibrer le tout et c'est aussi plaisant. C'est quoi votre playlist là en ce moment, Teddy Riner? Je suis sur l'album de Drake en ce moment. Et ça passe en boucle? Je suis sur l'album de Drake, mais à la maison, on est sur l'album de Beyoncé, parce qu'il faut équilibrer. Il faut équilibrer, voilà. Trouver un terrain d'entente. Merci Teddy Riner. Je regarderai désormais vos combats comme dans un musée, en fait, puisque vous nous avez parfaitement dit que le judo était bien une esthétique, un art. Merci beaucoup. Merci. Teddy Riner, le grand seigneur d'un art qui n'est pas que martial. Et pour se dire au revoir, Franz Liszt, interprété par la pianiste Katia Bouniatichvili. Petit récital à la Philharmonie de Paris, juste pour vous. Je m'appelle Katia Bouniatichvili. Je suis née le 21 juin 1987 à Batumi, en Géorgie. Je suis pianiste.
Je me définis quelqu'un qui va jusqu'au bout, qui n'a pas de limite, qui risque énormément, qui est assez extrême, mais en même temps, les nuances et les détails ont énormément d'importance pour moi. On m'a dit que c'est trop rapide ou trop extrême, mais j'aime bien ça, parce que dans la vie, j'ai le sens de la responsabilité, mais dans l'art, j'ai toute ma liberté. Je peux faire tout ce que je veux. Finalement, pour que je puisse toucher les autres, une autre individu, il faut que je sois moi-même. Sinon, ça veut dire que je suis artificielle et je les mens. Et pour moi, la sincérité, c'est le commencement de l'art. Ce soir, on va jouer la danse hongroise numéro 2. La version de Horowitz de Liszt, j'aime l'original, mais il y a beaucoup de brillance et beaucoup de fantaisie, d'improvisation dans la version de Horowitz, donc j'aime beaucoup cette version. Drôle d'endroit pour une rencontre, c'est fini.